Alors pour commencer, The Black Room est un film d'horreur réalisé par Rolf Kanefsky et sorti en 2017 avec un casting pouvant laisser espérer un film rondement mené, notamment par la présence de Lin Shay, que l'on retrouve en tant que médium dans le film Insidious de James Wan, ou encore Natasha Henstridge, connue en tant que mannequin et pour ses divers rôles dans La Mutante, ou encore aux côtés de Matthew Perry et Bruce Willis dans Mon voisin le tueur. Leur notoriété favorise donc l'envie du spectateur de regarder ce film annoncé, selon les critiques, soit comme un film d'horreur comique, soit comme un porno-gore. Cela est à s'y méprendre, mais il semblerait que chaque terme ait sa place quant à la définition du genre de celui-ci. The Black Room est alors tantôt un film d'horreur, par son histoire basique d'une maison hantée où un démon vit au sous-sol dans une pièce de la cave, tantôt comique par des effets spéciaux désuets et vieillis, rappelant d'ailleurs ceux des années 1980, offrant donc rictus et rire au spectateur qui ne peut que constater le manque de budget infaillible pour le rendre davantage crédible, mais aussi tantôt porn et gore par l'origine même du démon, un incube qui inflige des sévices sexuels aux personnes qui osent franchir le pas de la porte d'entrée de la maison. Ainsi, le film présente une histoire différente de celle que nous connaissons habituellement au genre horrifique. Une maison de banlieue est tentée par un démon au penchant sexuel menaçant qui s'amuse avec ses victimes, un couple de jeunes mariés et leur entourage, en faisant remonter leurs désirs les plus profonds puisqu'il se nourrit de leurs envies afin de gagner en puissance. Dès lors, l'originalité de ce pitch repose sur la mise en avant du caractère libidineux des protagonistes, poussant à l'extrême le plaisir mais aussi la torture. Les affiches promotionnelles du film donnent un avant-goût de la teneur sensuelle, sexuelle, intrigante et terrifiante. La première laisse apparaître la main rouge du diable au travers d'une porte entr'ouverte. Si celle-ci ne parvient pas à retranscrire le côté excitant du long métrage, le sous-titre, cependant, pose nombre de questions. When Evil Takes on a Sexy Side. Finalement, comment le diable peut-il arborer un côté sexy alors même que dans les représentations les plus profondes et archaïques, celui-ci effraie que ce soit par son apparence, bête, bouc, corne, visage de mort, ou par son attitude, perversion, possession, noirceur, et j'en passe. Cette simple allusion intrigue mais révèle la particularité du démon qui n'est autre que le désir et le plaisir, et qui m'a par ailleurs inspiré pour le titre de cette communication. La seconde affiche, quant à elle, est plus évocatrice. L'effet visuel du démon, une bête à cornes rouges, permet au spectateur de se faire d'ores et déjà une idée du diable. Mais si son identité physique est d'emblée dévoilée sur cette affiche, que peut bien davantage nous apporter ce film? Le sous-titre de celle-ci est tout aussi opportuniste. Enter if you dare, puisqu'il permet de soulever l'interrogative autour du titre même du film, The Black Room. Que peut-il donc bien y avoir dans cette pièce obscure, hormis le démon tapis dans l'ombre? Dans cette même veine, la quatrième affiche reprend le même sous-titre mais fait apparaître des mains au travers d'une porte noire avec un symbole démoniaque où une tête de bouc est représentée. Enfin, celle qui me semble le plus à même de délivrer tous les secrets du film n'est autre que la troisième que vous voyez sur le diaporama, regroupant tous les éléments du genre érotique au gore. L'incube apparaît derrière une jeune femme blonde en chemise de nuit blanche. La bouche grande ouverte, elle offre une double interprétation par sa posture, à la fois un cri de douleur et, quand on connaît le film, bien évidemment, de plaisir. Quant au sous-titre, Where Evil is Seductive, le doute n'est plus permis et soumet au spectateur l'intuition que le sexe aura une place indéniable au sein de l'horreur. De facto, ces quatre affiches parviennent à corroborer l'idée de revoir à l'écran un film érotique au gore inspiré de la veine des années 70-80, comme le fut celui de Sergio Martino, La montagne du dieu cannibale. Ainsi, comment l'esthétisme horrifique parvient-elle à s'immiscer aux côtés du lubrique et de l'indicible? Tout d'abord, la maison joue un rôle primordial pour favoriser l'intimité et l'angoisse, puisqu'elle sera ensuite favorable au déferlement des plaisirs diaboliques, où l'être humain deviendra un vecteur lubrique et horrifique. Premièrement, la maison est le lieu intime de la famille américaine. Elle est source de sécurité et de bien-être, comme l'évoque le personnage de Jennifer dès son arrivée face à la maison de ses rêves. Je cite, c'est un véritable havre de paix. Sous son aspect de maison parfaite, le couple semble donc emménager dans une maison de banlieue, somme toute banale, hormis le fait qu'elle ait été vendue à bas prix. Sans pour autant se poser de questions, comme tout bon film d'horreur d'ailleurs débutant par l'achat d'une maison, notre duo de jeunes mariés paraît enthousiaste face à cet investissement bon marché. Ces maisons de quartier chic sont les lieux les plus appréciés pour réaliser un film d'horreur, comme l'explique Anissa Le Scornet dans son ouvrage Architecture et films d'horreur, quand l'architecture se met au service de la peur au cinéma, paru en 2020, je cite.
Le pavillon de banlieue comme figure récurrente du cinéma d'horreur est au cœur d'un schéma global de scénario. Dans American Nightmares, The Haunted House Formula in American Popular Fiction, 1999, Dale Bailey explique que le scénario de la maison hantée et de la famille menacée a gagné en maturité dans les années 1970 dans la littérature et les films américains. Il décrit un schéma classique et rodé qu'il nomme la Formula for the Haunted House Tale. Il s'agit globalement de la maison individuelle de banlieue et d'une famille avec 2 ou 3 enfants avec une voiture neuve correspondant à l'American Dream ou l'American Way of Life. Hormis le fait que Jennifer et Paul n'ont pas encore d'enfants, ils représentent en tout point les caractéristiques mentionnées par Dale Bailey. Ils sont jeunes et fraîchement mariés, ils ont de belles voitures et sont heureux. Les premiers pas dans leur nouvelle acquisition se font par ailleurs sur un ton sensuel. Afin de fêter leur arrivée, Paul souhaite immortaliser ce moment en s'adonnant à des ébats sexuels. À peine le sas d'entrée passé, sa femme refuse ses avances et se retrouve dans la cuisine. Force est de constater que sur une teneur certes sexiste, Jennifer ressent l'envie d'assouvir son désir dans la pièce après avoir caressé le plan de travail du bout des doigts. Cette pulsion ressentie dans cet endroit laisse sous-tendre à une interprétation stéréotypée. Il faut que la femme découvre une belle cuisine pour être émoustillée. Ainsi, la tentative tourne en eau de vinaigre à la suite d'un robinet d'eau froide se mettant en route et mouillant ainsi les fesses de Jennifer comme pour calmer ses ardeurs. Par ailleurs, les termes qui suivent de cette jeune épouse, je cite, « Je suis toute mouillée », sont doubles. Elle est à la fois mouillée par le plaisir que lui procuraient la cuisine et son époux, mais aussi par l'eau de l'évier. Ces allusions seront d'ailleurs multiples au cours du film, rappelant ainsi que la maison est un lieu propice aux désirs et aux envies. De plus, ce pavillon semble pourtant contenir quelques secrets qui auraient dû intriguer les protagonistes. En effet, alors qu'ils rangent leurs affaires, ils découvrent une planche de Ouija permettant de comprendre que quelque chose se trame. Toutefois, leur premier réflexe, qui n'est pas anodin, alors que dans d'autres films d'horreur, cette découverte aurait conduit à son utilisation, c'est d'aller jeter aux ordures cette planche de spiritisme. En cela, Jennifer et Paul montrent alors tout leur désintéressement en matière d'énergie négative et semblent connaître les dangers que peut entraîner la présence d'un tel objet. Ainsi, le couple semble vouloir mettre toutes les chances de son côté pour garder cette maison saine. Pourtant, certaines pièces se démarquent, provoquant ainsi une dichotomie perpétuelle entre le bien et le mal, le plaisir et la hantise, le désir et la crainte, l'envie et la peur, la vie et la mort. Disposée sur 3 niveaux, la demeure fait osciller continuellement le spectateur entre enfer, terre et paradis. En effet, le rez-de-chaussée pourrait s'apparenter à la terre. Il est un lieu de passage où les jeunes mariés accueillent et reçoivent les personnages secondaires. Que ce soit le plombier, l'électricien, la sœur de Jennifer Karen ou encore leur couple d'amis Howard et Stacy, tous sont maintenus en vie dès lors qu'ils restent à ce niveau. Il devient donc un lieu transitoire obligatoire, comme une forme de purgatoire, afin de finir soit au paradis, soit en enfer. Le paradis, quant à lui, se trouve au premier étage, où il accueille les chambres, lieu de l'intimité par excellence, puisque ce sont dans ces 2 pièces que l'incube donnera le plus grand des plaisirs aux habitants et aux invités. Dans la croyance populaire, le paradis est toujours situé au-dessus de la terre, et c'est pourquoi l'étage est réservé à cette montée. De surcroît, les chambres sont des espaces sécurisants et rassurants, car ils représentent des lieux de détente où le sommeil rend la personne la plus vulnérable possible. Pourtant, elles vont devenir des endroits de luxure exacerbés. La première scène d'ouverture du film se fait dans les 2 chambres à coucher de la demeure. Dans la première, une jeune fille blonde que vous avez à l'écran dort paisiblement, et dans la deuxième, sa grand-mère est perturbée par les lumières de sa chambre qui se mettent à clignoter, signe qu'un esprit est présent. En conséquence, Margaret Black comprend ce qu'il se passe et s'insurge dès les premières minutes. Je cite, « Laisse-nous tranquilles, je refuse de te faire sortir pour te nourrir. Je ne veux pas un bruit. Elle est innocente et pure. Tant que je suis là, ça ne changera pas. Tu ne toucheras jamais, jamais un seul de ses cheveux, parce que si tu oses l'approcher, je te promets de te détruire. » Les propos tenus par la grand-mère, interprétée par Lynn Shay, sont un premier avertissement concernant l'esprit lubrique présent dans cette propriété et qui est sur le point de sévir. Elle est effrayée à l'idée que le démon puisse toucher sa petite fille, qui semble n'avoir eu aucune expérience sexuelle avant cette nuit. Le spectateur est donc, dès le début, malmené, brisant la confiance qu'il peut avoir envers un lieu qu'il apprécie et qu'il côtoie chaque nuit, la chambre à coucher. Alors que la peur et l'angoisse saisissent Maggie, parallèlement, la chambre de la jeune fille blonde offre un décor plus chaleureux et sensuel. En effet, même si la grand-mère est effrayée par le démon et de ce qu'il est capable de faire,
et que sa petite fille n'a eu aucune expérience sexuelle, il n'en est rien quant au fait que le spectateur se pose quand même des questions quant à la véracité de la virginité de Dawn. Tout d'abord, alors que l'incube invisible tire sur la couette, il nous permet d'observer la petite fille de Margaret et notamment ce qu'elle porte sur elle, comme vous pouvez le voir à l'écran. Elle arbore une nuisette très courte en satin rose, faisant apparaître ses fesses, offrant un contraste cinglant entre la jeune femme qu'elle est devenue et la couleur du vêtement porté, pouvant rappeler symboliquement et très stéréotypé la couleur préférée des petites filles. Ainsi, l'accoutrement de cette adolescente laisse penser qu'elle aspire soit à devenir une femme sexuellement active, soit qu'elle l'est déjà. Qui plus est, la scène s'aggrave, puisque le démon se nourrit des désirs inavouables et surtout des désirs lubriques pendant le sommeil des femmes. Lorsque le diable détache la nuisette, celle-ci fait apparaître le sein de Dawn qu'il se met à stimuler afin de faire monter le plaisir. Chose étonnante, cette excitation ne semble pas perturber la jeune femme qui commence à éprouver désir et plaisir alors même qu'elle continue de dormir, pendant que le démon commence à lui retirer ses sous-vêtements. L'irruption de la grand-mère dans la chambre marque la fin du début de possession du diable, mais montre bel et bien qu'une fois la porte fermée derrière soi, tout peut se passer dans une chambre, comme l'explique une fois encore Anissa Le Scornet. Les portes ont l'opportunité supplémentaire de symboliser le secret. Une porte sert à cacher quelque chose, à suggérer quelque chose. C'est le réalisateur qui prend la décision de doubler le plan qu'une porte avec une bande-son de cris étranges. Il suggère ainsi au spectateur qu'il se trame quelques atrocités derrière. Cette théorie sur les portes se confirme à chaque instant où les protagonistes rentrent dans une pièce, puisqu'ils referment systématiquement la porte derrière eux, laissant planer mystère et doute quant à ce qui peut se passer, même si nous, spectateurs, nous assistons à toutes les scènes, hormis certaines, comme le meurtre de l'électricien, qui se passe hors champ, derrière la porte de la cave, ou encore le plombier, qui, après avoir été tué par Karen avec la machine à laver, est saisi par les pieds et emmené derrière cette même porte qui se referme sur lui. Jusqu'à la dernière dizaine de minutes du film, le mystère plane quant au fait que le spectateur ne sait pas véritablement à quoi peut servir l'entassement des corps dans cette pièce symbolique du sous-sol. De plus, si les portes se referment sur les acteurs, c'est aussi pour masquer et cacher les plus viles atrocités. Lorsque Karen arrive pour passer du temps auprès de sa sœur et de son beau-frère, la chambre d'amis lui est attribuée, mais celle-ci se révélera être un véritable lieu de torture. Pensant être en sécurité au moment d'aller se coucher, Paul, qui a été possédé peu de temps auparavant, s'introduit dans la chambre de Karen afin de la tuer pour renforcer le pouvoir du diable en lui, mais aussi de la maison. Et n'oublie pas, bien évidemment, de refermer la porte derrière lui. Ce meurtre est à la fois violent, sanglant et terrifiant. L'incube montre son vrai visage au travers du corps charnel de Paul qui lui permet d'assouvir son projet, celui de violer la sœur de sa propre femme. Cette scène est peut-être celle qui marque l'entrée de ce film dans le gore, puisque le motif de la double pénétration est explicitement montré, à la fois par le vagin de Karen, mais aussi par sa bouche, puisque le démon l'empale littéralement, avec son membre rappelant la queue d'un scorpion. Il faut également noter la référence horrifique au remake d'Alien de James Cameron, datant de 1986, montrant toute l'inspiration du réalisateur vis-à-vis des années 80. In fine, la chambre devient donc un lieu angoissant, terrifiant et traumatisant, alors même que celle-ci se doit être rassurante et protectrice. Cette inversion du système, où le paradis finalement ne tient qu'à un pas en dehors de la pièce, qu'à un enclenchement de poignée de porte sur le monde de la mort, conduit le spectateur et les protagonistes à trouver refuge, ou du moins à descendre vers un lieu plus lugubre, qui ne parviendra pourtant pas à les sauver. On en vient donc au sous-sol, qui est la pièce par excellence, quant à elle, de la peur, du noir, du lugubre et de l'object. De fait, il est représentatif de l'enfer et c'est pourquoi il se trouve en dessous de la terre. Les bas-fonds sont sombres et dans l'esprit populaire, il est assimilé au diable, au démon, au feu de l'enfer et à la mort. Si ce lieu chargé en énergie néfaste effraie, c'est parce qu'il est dans l'imaginaire commun un lieu duquel on ne peut pas sortir, puisqu'il n'y a généralement aucune fenêtre et qu'il peut nous retenir prisonniers. Nombre de films d'horreur présentent la cave comme un lieu symbolique du passage vers l'au-delà, d'une ouverture sur le monde du mal et de la mort, comme le film Conjuring, Les dossiers Warren de Wes Craven ou encore le 10 Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg. C'est ce dont parle une fois encore l'auteur Le Scornet. Je cite, le sous-sol, la cave ou le basement en anglais est un élément clé utilisé par les réalisateurs de films d'horreur.
Il est un outil de prédilection à la fois par la puissance de sa symbolique, mais également par les jeux d'ombre et de lumière et les effets acoustiques qu'il permet. La symbolique du sous-sol est en effet multiple. Le sous-sol relié à la terre fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Cette dernière partie de phrase est significative puisque The Black Room ne cesse de faire descendre les personnages dans l'antre du diable. En effet, tout est mis en place pour entraîner chaque être humain dans cette zone lugubre. La première à s'y confronter n'est autre que Margaret Black, qui refuse de voir sa petite-fille se faire torturer et qui veut donc mettre fin au supplice qu'elle subit depuis qu'elle y vit. Cette pièce vers l'enfer contraste d'ailleurs avec la chemise de nuit blanche que porte la grand-mère quand elle y descend. Alors qu'elle tente de renfermer le démon lubrique dans la pièce où il vit par le biais d'un artefact, Maggie se retrouve emportée dans le mur de ce lieu sinistre afin de sauver par amour la virginité, mais surtout la vie de Dawn. De plus, cet endroit est symptomatique du malaise généralisé de nos personnages. En effet, alors que le couple s'installe, des bruits provenant de la cave les stoppent alors qu'ils étaient sur le point de conclure. Je cite: Adieu l'atmosphère romantique, clame Jennifer. Dès lors, leur descente au sous-sol est le premier pas vers leur déchéance. Alors que l'atmosphère change dès l'instant où ils franchissent le seuil de la cave, leurs ardeurs sont calmées par la fraîcheur du lieu. Je cite: Il fait froid ici, remarque Jennifer. Et cette froideur sera pourtant contrecarrée par la chaleur omniprésente due au lieu spécifique, celui des entrailles de l'enfer, mais aussi à ce que peut cacher la porte qu'il y a au sous-sol. Ainsi, Karen avertit sa sœur quant à la dangerosité de cette pièce qui pourrait la détruire. Je cite: Une chaudière en feu, un lave-linge court-circuité, un employé cochon. Donc la morale de cette histoire, c'est évite la cave à tout prix. Anissa Le Scornet affirme une fois encore ceci: De plus, la cave est un lieu de prédilection pour les meurtres, la séquestration et l'enterrement des corps à l'abri des regards. Malheureusement, cet aspect bien exploité dans les films d'horreur tire son inspiration de la réalité. Combien d'histoires de femmes séquestrées, violées ou tuées sont parues dans les journaux? Natasha Kampusch ou Elisabeth Fritzl, ces noms sont évocateurs. Les cas de violence dans les caves ne manquent pas et font partie intégrante de l'imaginaire collectif. Cette question de la cave comme lieu privilégié pour tout type de méfait illustre parfaitement la porte qui cache la tanière du démon. Cette pièce obscure recèle de cadavres dont nous ne comprenons l'importance qu'à la fin du long métrage. Elle est centrale que ce soit par rapport au thème du film qu'à la bâtisse en elle-même. En réalité, ce portail vers le monde des ténèbres n'est autre qu'une pièce prenant vie par le biais des nombreux morts qui alimentent une forme de monstre placé au centre de celle-ci. Le démon l'a qualifié en ces termes, je cite: Nous sommes dans l'utérus de la maison. Cette métaphore souligne deux choses. La première est celle que nous avons mentionnée auparavant, déjà l'antre du diable comme lieu central de la maison. La seconde est, quant à elle, davantage recherchée par le réalisateur. La cave devient le lieu de la renaissance de la mort. Les corps des victimes sont reliés par leur nombril à une masse gluante contenant l'enfant de l'incube. Cette référence directe au cordon ombilical dans l'utérus qui permet de nourrir le bébé n'est autre que le concept même de la conception d'un enfant, à l'exception que celui-ci se nourrit des plaisirs coupables des héros. C'est pourquoi lorsque Paul, possédé, félicite Karen d'avoir tué le plombier, celui-ci lui dit, je cite: Amène-le lui maintenant, il faut lui donner à manger. De fait, le spectateur comprend pourquoi cette porte qui cachait la conception du futur diable était continuellement fermée comme une sorte de protection qui permettait le bon développement d'un bébé incube. La maison est donc nourricière et renforce les pouvoirs du démon tout au long du film. Elle est également un lieu où le plaisir se décuple puisqu'elle est l'épicentre même de la naissance de l'incube. En effet, Paul, toujours en pleine possession, raconte au restaurant la naissance du diable, ou plutôt de lui, puisque le démon parle à sa place. Donc, dans les années 70, période de la libération du corps et de l'esprit, Maggie Black, on revient toujours à cette femme, adolescente à cette période, organisait une soirée et une de ses convives fait entrer chez elle des adeptes de Satan qui peignent les murs de la cave en noir et tracent sur le afin d'invoquer le démon. Alors qu'il tente de la convaincre des bienfaits d'avoir le diable en guise de compagnie, et quelle compagnie, je cite: Tu pourrais passer un bon moment, tu sais. Ou encore, je cite: La magie noire, elle peut t'offrir absolument tout ce dont tu désires. L'incube apparaît donc pour la première fois aux yeux du spectateur. Cette apparition est par ailleurs extrêmement douloureuse et répugnante, puisque Margaret est forcée à rester dans le cercle en guise de proie et se fait violer par le démon.
Le plaisir et l'horreur s'entremêlent, laissant notre jeune femme complètement désemparée et oscillant entre satisfaction et effroi. Je cite, je sens quelque chose en moi. Nonobstant, notre adolescente parvient à s'extirper du cercle et pourtant cette erreur sera fatale pour tous ceux présents autour de celui-ci, comme avertit l'un des sbires de Satan, je cite, ne jamais quitter le centre d'un pentagramme au milieu d'un rite. Ce rituel n'ayant pas abouti et n'ayant jamais été refermé, l'incube est donc prisonnier de la maison et ne pourra définitivement partir que lorsqu'il aura accompli son projet. Ainsi, la cave devient alors un lieu de débauche qui attire et révulse. Paul y retourne donc après le dîner pour assouvir ses plaisirs sexuels remontés par le souvenir de cette histoire, mais aussi par les désirs refoulés des serveuses du restaurant qui l'a tourmenté et dont il en a aspiré les envies. Dès lors, cette scène est symbolique puisqu'elle marque véritablement l'aspect nourricier et dévorateur de la maison. Des mains sortent du mur, attrapent, caressent et frictionnent Paul afin qu'il puisse vider ses énergies sexuelles à l'intérieur, afin de nourrir la progéniture qu'il est en train de créer. Un liquide gluant, et je sais que cela va vous faire plaisir, on y revient toujours, émerge du mur et badigeonne notre homme, rappelant à la fois l'aspect lubrifiant lors de l'acte, mais aussi la violence du rapport, puisque celui-ci est rouge comme le sang. Pour finir, cette cave enferme un démon lubrique qui joue des plaisirs inavouables afin d'offrir une satisfaction malsaine au héros. Pour comprendre la particularité de ces plaisirs diaboliques, il faut tout d'abord intégrer la notion d'incube. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le terme incube est emprunté du bas latin incubus, incube, dérivé du latin classique incubare, qui signifie être couché dans ou sur. De plus, son étymologie latine, incubus, se retrouve toujours portée aux côtés du personnage du satyre et désigne aussi le cauchemar. Ainsi, une nouvelle acception est apportée et saisie dans la culture religieuse et populaire. Je cite, démon qui, selon certaines croyances, prendrait la forme d'un homme pour venir posséder une femme pendant son sommeil, ou bien, dans la théologie, je cite, démon masculin supposé abuser des femmes durant leur sommeil par opposition au succube. Dès lors, ce glissement vers la possession permet de comprendre l'invasion totale du corps charnel féminin comme enveloppe certifiante d'une vie prolongée sur Terre et qui ne se fait jamais sans le consentement de la femme. Dans le film, Karen, qui s'intéresse aux forces occultes et à la spiritualité dans sa globalité, donne une définition parfaitement complète de ce type d'entité. Je cite, c'est un démon qui contrôle nos désirs. Ils sont censés s'infiltrer chez les femmes endormies et leur faire l'amour dans leur sommeil. Ils leur font hurler leur plaisir honteux. À cela, Paul rajoute une information tout aussi importante. Les plus puissants d'entre eux n'ont pas besoin d'attendre la nuit pour terrasser une femme de plaisir. Ainsi, le démon présenté dans The Black Room correspond parfaitement au double sens du terme. Il est un cauchemar physique capable de s'immiscer dans les rêves des personnages pour prendre possession de leur corps et les vider littéralement, en étant, je reprends la définition, couché dans et sur eux. Il est aussi un satyre par son apparence, un démon mi-homme mi-bouc qui s'adonne au plaisir comme le faisaient ses êtres lors des grandes Dionysies. Et pourtant, en prenant possession du corps de Paul, l'incube devient un être plutôt pâtirant, puisque l'acteur Lucas Hassel se révèle être une figure masculine attrayante. Si son aspect physique peut ne pas laisser indifférent, c'est son comportement immoral qui le rend foncièrement détestable. Tout d'abord, il ne jure que par le sexe. Évidemment, vous me direz, puisqu'il est un démon lubrique. Et ne cesse d'ailleurs de faire des réflexions graveleuses aux femmes qu'il rencontre, comme avec la serveuse du restaurant, je cite, je peux vous faire vivre la plus explosive et la plus intense des expériences sexuelles de votre vie. Ou bien avec Karen, la sœur de sa femme, je cite, tu sais, pour quelqu'un qui aime tellement les démons, je suis surpris que tu ne veuilles pas savoir comment ça peut être. Comment quoi peut être quand un démon se glisse en toi. Ou encore, avec sa propre épouse, je cite, si je dors seule, comment je vais pouvoir te baiser toute la nuit? Ces attitudes provocantes et abjectes renforcent l'aspect immoral du diable qui semble croire que ce genre de propos réussira à faire tomber les femmes sous son charme. Difficulté donc pour lui que de devoir rester calme lorsqu'elles lui répondent toutes par la négative. Je cite, il faudrait qu'on me paie cher pour que je couche avec vous, lui rétorque la serveuse, ou bien tu es difforme, avoue Karen, et enfin, tu devrais prendre une douche froide, s'énerve Jennifer. Ainsi, si le démon croit connaître le désir des femmes au travers de leurs pensées, il n'en est rien à partir du moment où il se retrouve enfermé dans un corps physique, puisqu'il ne connaît pas les codes sociaux, qui ne sont certainement pas les mêmes qu'en enfer, pour séduire et faire succomber les femmes.
Cette répulsion vis-à-vis de Paul le démon influe sur le caractère lubrique de celui-ci, qui au départ vidait simplement le plaisir des sujets féminins en leur provoquant de nombreux stimuli sensoriels, et qui finira par davantage les torturer pour récupérer leurs désirs inavouables. En effet, il y a un contraste entre les premières satisfactions que ressent Jennifer lorsque celle-ci prend son bain et où tout se fait par la suggestion sonore de l'acte, où les cris de plénitude de la femme retentissent, et la scène où sa propre sœur se fait violer et où les cris de douleur remplacent ceux du bonheur. De facto, le diable s'amuse des apparences pour faire monter crescendo la violence du sexe et de l'horreur, comme l'explique Dawn à Jennifer. Je cite: Partez, il essaiera de vous séduire. Il joue avec le plaisir. Vous en voudrez toujours plus. Il se nourrit de nos désirs les plus secrets, mais si vous le laissez faire, il ira jusqu'à vous dévorer. Toutefois, si son apparence n'est pas dévoilée immédiatement au spectateur, elle permet de faire planer le doute quant à l'identité de cette entité, pouvant laisser place à l'imaginaire du spectateur qui peut s'inventer un personnage monstrueux. En effet, le générique, qui permet d'ouvrir le film sur l'arrivée des jeunes mariés, ne dévoile rien d'explicite et favorise la création d'images superposables, pouvant créer un monstre à la hauteur de notre désir et de notre peur. Dans un premier temps, la couleur rouge s'impose et du feu est inséré en arrière-plan, sous-entendant que le diable et l'enfer seront au cœur de l'écran et laissant le titre du film se former au centre. Puis apparaissent des membres tentaculaires se tordant dans tous les sens, pouvant induire la dimension sexuelle par le rappel de la forme phallique. Dans un second temps, le symbole du bouc se crée et se divise en trois parties, rappelant le refus de la Sainte Trinité qui est toujours une offense à Dieu. Cette allégorie est doublée par la figuration d'un serpent, formant également trois cercles avant de se mordre la queue. Ce mythème que l'on retrouve dans différentes cultures antiques est directement lié à l'idée de résurrection, de l'éternité, mais aussi du rajeunissement. En somme, l'Ouroboros, ce serpent ou dragon se mordant la queue, permet de comprendre également qu'il sera question de possession, mais aussi d'une tentative de voir naître quelque chose, ici l'enfant du diable. Dans un troisième temps, d'autres symboles évoquent également le diable comme le pentagramme ou encore le sang, la fumée et la matière visqueuse, auxquels s'ajoute un artefact clé permettant de comprendre l'identité du démon, un attrape-rêve. Il est un indice clé donné au spectateur qui pourrait donc comprendre qu'il s'agira également de jouer avec les rêves et le sommeil des héros, puisque cet objet est censé capturer les projections mentales, bonnes ou mauvaises, au travers de la toile tissée et des plumes. Ces capteurs de rêves doivent être capables, dans les croyances amérindiennes, de conjurer le mauvais sort, mais surtout de protéger les individus des cauchemars. Il serait donc un talisman protecteur du dormeur et devrait être en mesure de pouvoir éloigner les mauvais esprits. Tous ces indices disséminés dans le générique sont source d'interprétations diverses et variées, et créent, comme l'écrit Martine Roberge dans son œuvre L'art de faire peur, je cite, une atmosphère où l'étrange se confond avec le possible. L'étrange deviendrait donc l'incube et par le biais de la possession, il parviendrait à s'incarner au travers d'un être humain, créant angoisse, peur et machination chez le spectateur, et c'est pourquoi il passionne autant. Je cite, La possession démoniaque suscite un vif engouement car elle est souvent associée à un dérèglement psychosomatique que l'on tente d'expliquer rationnellement. Elle s'assimile aux conflits qui font rage, aux limites de l'inconscient. Les conflits et la méconnaissance ouvrent une faille où s'introduit le surnaturel. L'irruption du diable possesseur est suivie de celle de fantômes et revenants modernes, remodelés par des notions empruntées à la parapsychologie. Si l'on en croit les propos dressés par l'auteur, le démon serait capable de faire jaillir nos désirs refoulés par notre inconscient. Schopenhauer écrivait dans Le Monde comme volonté et comme représentation datant de 1966 que l'être humain était capable d'occulter certains aspects de son être. Je cite, Rappelons-nous avec quelle répugnance nous pensons aux choses qui blessent fortement nos intérêts, notre orgueil ou nos désirs. Avec quelle peine nous nous décidons à les soumettre à l'examen précis et sérieux de notre intellect, avec quelle facilité au contraire nous nous écartons brusquement ou nous nous détachons furtivement sans en avoir conscience. L'inconscient, et plus particulièrement les désirs refoulés, joue donc un rôle essentiel dans ce long métrage, puisqu'ils permettent d'alimenter continuellement la figure machiavélique terrée au sous-sol. Eduardo Colombo écrit en 2003 dans son essai Le refoulement et l'inconscient, je cite, Supposons que le désir est réprouvé par la conscience, alors un processus de refoulement sera mis en œuvre. Fin de citation. Ce processus de refoulement permet avant tout une forme de protection chez l'être humain qui n'ose pas montrer toute la bestialité qui peut sommeiller en lui et qui peut effrayer l'autre, mais surtout soi. C'est ainsi que notre couple est constamment bloqué dans le processus d'assouvissement de leurs désirs. Dès le début du film, les jeunes mariés se font sans cesse des allusions sexuelles sans jamais passer à l'acte.
Le premier frein, nous l'avons mentionné, est celui de la cuisine. Puis c'est la présence de l'électricien qui tente de réparer la chaudière qui fait capoter leurs envies. Enfin, Jennifer se sent trop dégoûtante, je cite ses propos, et veut donc d'abord prendre un bain avant de s'abandonner à son époux. Cette fuite constante entraîne donc un renfermement des personnages sur eux-mêmes qui viennent enclaver leurs désirs l'un pour l'autre. Cet enfermement se voit relégué dans leur inconscient puisqu'hormis en parler, il ne se passe finalement jamais rien. En cela, leurs désirs enfouis seront donc mis à nu par le diable qui peut accéder à leurs envies les plus profondes. C'est pourquoi Paul est ravi d'obtenir une gâterie dans le lit conjugal, pensant avoir affaire à sa femme, mais lorsque Jennifer est désormais prête, c'est au tour de l'homme qui ne l'est plus. Je cite, Sérieusement, ça fait des heures qu'on parle de faire ça partout et d'un seul coup, tu as plus envie. Cette fâcheuse situation génère disputes et quiproquos au sein du couple, tandis que le démon avide de jouissance vide leur pulsion sexuelle réfrénée. Ces désirs inconscients sont donc toujours assouvis par un tiers, mais jamais par l'intéressé premier. Alors que Paul se précipite pour rentrer à la maison afin de s'excuser de son comportement de la veille et pouvoir enfin faire l'amour avec sa femme, celle-ci est parallèlement descendue à la cave pour faire une lessive. Mais alors qu'elle referme le couvercle du lave-linge et qu'elle le met en route, la porte de l'antre du diable s'ouvre, laissant entrer le plaisir en Jennifer qui peut satisfaire son besoin sexuel grâce aux vibrations de la machine. Toutefois, la machine à laver est court-circuitée et tombe en panne avant même que notre jeune blonde n'ait atteint l'orgasme. Elle sursaute, se retrouve coupée dans son élan et le mécanisme ouvre le couvercle, expulsant la lessive blanche sur son corps. Métaphore directe de la miction masculine, la femme se retrouve trempée, désemparée et doit aller ouvrir à son mari qui vient de sonner à la porte d'entrée. On remarque que nos personnages sont toujours interrompus dans leurs aspirations et qu'ils ne peuvent être jamais pleinement satisfaits, comme le confesse Jennifer à sa sœur Karen. Je cite, Quand il a envie, je suis pas prête, et ensuite c'est moi qui ai envie, et d'un seul coup, il est plus d'humeur. Nos protagonistes refoulent donc presque toujours leurs désirs. L'homme devient donc un vecteur lubrique et horrifique pour notre démon. La plus grande faiblesse de l'homme est avant toute chose sa vulnérabilité face à la vie, mais aussi face à la mort. Toutefois, en tant que mammifère conscient, il est le seul capable de donner vie à un être pensant. Les démons sont donc attirés par cela, puisque leur souhait est de pouvoir revenir sur Terre afin de la plonger dans le chaos le plus total, comme l'explique Paul alors qu'il est encore sous l'emprise de l'incube, je cite, Il me fallait un corps pour pouvoir planter la dernière semence. Paul me l'a fourni. Pour devenir véritablement immortel, il est essentiel de revenir au monde. L'alimentation est primordiale pour développer ses forces. Le fait de dévorer ton énergie sexuelle s'est montré très productif. Pourtant, cette ambition n'est pas sans risque. Choisir l'être humain comme réceptacle est un risque qu'ils prennent également, comme le prouve Jennifer, notre final girl, selon les propos de Clover, en déclamant ceci avant de planter un couteau dans le nombril du démon, je cite, Tu voulais un corps d'humain, le seul problème c'est que les humains sont faciles à tuer. Cette volonté de vouloir à tout prix le corps d'un être humain crée un être hybride. Je cite, Les démons qui viennent de mon monde ont des pouvoirs très spéciaux, mais il y a des limites comme des frontières qu'on ne peut pas franchir, sauf si quelqu'un ouvre le portail fermé entre nos deux mondes. Il nous est alors possible d'entrer dans le vôtre. Pour y parvenir, il faut engendrer une espèce nouvelle, des humains en apparence, des démons en vérité. Alors que le spectateur pourrait penser que le diable s'incarnerait en homme, finalement il apparaît aux yeux de Jennifer et Paul sous les traits d'une jolie jeune femme brume avec une queue de scorpion. L'incube devient donc un succube, la femme est en réalité la prédatrice ultime. Cette inversion des rôles prouve que le charme naturel des femmes est d'autant plus inquiétant et puissant que celui des hommes. La pièce obscure met au monde un être hybride, même si cela ne dure qu'un temps très court, et celui-ci montre toute la magnificence de la jante féminine qui prend le pouvoir et la revanche sur la jante masculine. In fine, le film The Black Room permet d'aborder le nombre de sous-genres horrifiques tels que l'érotique, le gore, le comique ou le porn. Son sujet, s'inspirant étroitement de films des années 70-80, se voit donc renouvelé et propose une réinterprétation d'un démon trop peu mis en avant dans les films d'horreur, l'incube. Nous l'avons vu, la maison enferme les protagonistes dans un cheminement, soit vers la mort, soit vers la vie. Il semblerait que les portes se trouvant à l'intérieur participent au schéma narratif comme des témoins tenus au secret et qui ne doivent jamais être ouvertes.
Si le diable prend alors un côté sexy, c'est parce qu'il se nourrit et vit au travers des pulsions sensorielles et sexuelles des protagonistes qui ne parviennent jamais à assouvir leurs besoins primitifs, excepté à la fin du film. L'inconscient de l'individu joue un rôle majeur puisque c'est à l'intérieur de celui-ci que l'incube puise ses forces pour renaître. Dès lors, la mission du démon est claire. Il doit engendrer une progéniture physique, capable de s'immiscer dans le monde humain de manière perpétuelle, afin de faire de nombreuses victimes, par plaisir et pour le plaisir. En cela, la place de l'homme est indispensable puisqu'il devient le réceptacle parfait pour accomplir le projet de la résurrection du diable sur Terre. Cette renaissance féminine marque la fin de ce long métrage et se termine sur une note plutôt pessimiste. Je cite, ni homme ni femme ne pourra plus me résister à présent. Sentez mon pouvoir, je terrasserai mes victimes par la puissance du désir et je me nourrirai de leurs âmes. Qui pourrait résister à un tel plaisir? Je vous remercie.